EMS en direct ce soir, en direct de l'Ajoux, ici à la résidence de la Courtine dans le canton du Jura. Et pour cette quatrième et dernière séquence, on va parler des directives anticipées. Comment faire pour que le jour où je n'aurai plus forcément la possibilité de l'exprimer, mes choix, mes valeurs puissent être respectés, y compris dans ce qui concerne les soins. Les directives anticipées sont un moyen d'exprimer, de poser par écrit ses préférences, ses choix, mes valeurs. Mais ces directives anticipées, c'est quoi ? Comment les remplir? Qu'est-ce qu'il faut y mettre? Qu'est-ce qu'il ne faut pas y mettre? À quoi faire attention? Pour en parler ce soir, le plaisir de recevoir à nouveau Carole Pelletier, notre hôte ce soir. Vous êtes directrice de la résidence de la Courtine où on se trouve ce soir. À nouveau bienvenue dans MS en direct. Et le plaisir d'accueillir une nouvelle invitée, Laurence Frézard. Vous êtes éducatrice sociale et accompagnante dans la rédaction des directives anticipées. Je ne me suis pas trompé, c'est bien le titre que vous m'avez demandé. On va revenir sur cet accompagnement. Mais on va peut-être commencer d'abord sur la question assez simple. Les directives anticipées, c'est quoi? Alors, c'est un document, comme vous l'avez bien dit, qui permet à toute personne qui a sa capacité de discernement de pouvoir rédiger à l'avance les souhaits qu'on aurait et les traitements, concernant les traitements et les soins médicaux, dans le cas justement où on n'aurait plus cette capacité de le faire. Donc ça peut être une situation, un accident, ça peut être un coma, ça peut être une démence, ça peut être une fin de vie. Et justement, qui va décider, plutôt soi-même, on est le mieux à même de décider qu'est-ce qui serait le mieux pour soi. Et les directives anticipées sont donc un bon moyen d'y répondre. Poser par écrit son choix pour l'accompagnement et surtout pour les soins. On va revenir dans le détail. Poser la question quand même, Carole. Vous êtes directrice d'un établissement. Les directives anticipées, j'imagine que certains de vos résidents en ont rédigé ou en ont pris avec eux. D'ailleurs, tiens, c'est une bonne question. Est-ce que les résidents qui rentrent ici à la Courtine ont des directives anticipées avant d'entrer? Alors, il y a des gens qui en ont, qui viennent avec. Et puis nous, dans chaque dossier d'entrée, on met un exemple vide pour les inviter à les remplir. Parce que pour nous, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors ça, c'est important. Vous dites que c'est quelque chose d'important pour vous, ça veut dire donc que ça vous apporte quoi finalement? Ça nous dit finalement le choix que la personne a en cas où justement elle ne pourra plus décider, qu'on sache aussi un petit peu dans quelle direction elle va aller et on sait aussi si elle s'est déjà posé la question parce que c'est vrai que l'entrée en EMS c'est quand même souvent la dernière étape, et puis l'étape qui vient après, c'est la mort. Donc on sait aussi un petit peu, est-ce que cette personne s'est déjà posé la question, est-ce que c'est un sujet qu'elle a déjà abordé avec ses proches ou pas du tout? C'est une manière comme une autre finalement d'aborder la question de la fin de vie et de la mort par la rédaction ou la re-rédaction des directives anticipées. Bon, mais finalement, poser par écrit ce que je souhaite après ma mort, comment, par exemple, pour ma fortune, j'aimerais que ce soit partagé, c'est quelque chose qu'on fait déjà depuis longtemps. Qu'est-ce que les directives anticipées ont changé à ça? Alors, ce qui a changé aujourd'hui, c'est qu'on a une multitude de choix, de traitements médicamenteux, de tout ce qu'on peut encore faire. Et puis avec l'arrivée des démences, on est quand même arrivé à un moment où on se dit faut non plus aller dans l'acharnement thérapeutique et puis comme ça les personnes peuvent aussi dire au moment où je ne sais pas je fais un infarctus grave, on peut me laisser partir et puis on va pas encore me réanimer et puis m'amener à l'hôpital avec l'hélicoptère et puis oui. Une question quand même pour toutes les deux. Les directives anticipées, c'est poser à l'avance ce que je souhaiterais dans une situation que je ne souhaite pas. Moi, j'ai plusieurs fois, et je pense qu'on a tous déjà vu quelqu'un qui est en chaise roulante, qui croque la vie à pleines dents, qui nous dit qu'il envisage d'aller faire du sport, d'aller faire des voyages, alors que cette même personne, avant son accident, nous aurait dit « moi, je préférerais mourir plutôt que me retrouver en chaise roulante ». En bref, comment on peut rédiger à l'avance la situation et est-ce qu'on risque pas de se tromper finalement? Ça, c'est sûr qu'il n'y a aucune garantie de pouvoir mettre tout sur papier, toutes les situations qu'on pourrait se projeter et qu'on n'a pas vécues. Donc c'est vrai que c'est une des grandes difficultés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces situations d'urgence, d'accident, il y a toujours à décider de quelque chose. Donc si on n'a pas écrit des directives anticipées, il faut savoir que c'est nos proches qui vont devoir décider à notre place. Donc, ça veut dire qu'on reporte un petit peu cette décision. Qu'est-ce qu'on va décider pour lui, ou plutôt en son nom, qu'est-ce qu'on va faire
Et peut-être qu'on peut se tromper, en effet. Mais vous dites donc, si je ne pose pas des directives anticipées, ce sont mes proches qui vont devoir décider. Carole Pelletier, j'imagine que malgré les directives anticipées, il y a parfois des proches qui veulent continuer de décider. Est-ce que ça ne crée pas des tensions ? Alors ça peut créer effectivement des tensions parce que c'est difficile en tant que proche de laisser partir sa maman, son papa ou son époux, malgré qu'il a dit qu'il ne veut pas d'acharnement thérapeutique. Donc ça demande quand même d'accompagner vraiment la famille, et puis on peut pas juste dire voilà, il a décidé que, c'est tout un accompagnement autour qui doit se faire. Et puis c'est vrai que des fois oui, c'est pas toujours facile. Hans Weser, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai vu un extrait de la partie courte de ces directives anticipées. C'est pas si court que ça, il y a beaucoup d'éléments. On va peut-être pas tous les passer en revue. Par contre, si vous avez des questions sur Facebook, sur les directives anticipées, n'hésitez pas à réagir, posez vos questions. On est là ce soir pour pouvoir y répondre avec nos deux invités. Moi, j'ai vu par exemple qu'il fallait marquer la confirmation de capacité de discernement. C'est le deuxième point, j'ai déjà bloqué là-dessus. Comment est-ce qu'on peut justifier qu'on a toute sa capacité de discernement ou à l'inverse, qu'on ne l'a plus ? Alors c'est vraiment la notion fondamentale. Pour pouvoir rédiger des directives anticipées, il faut avoir. Et dans la loi, elle est présumée. Donc c'est seulement si on ne l'a pas qu'il faut la justifier, il faut la démontrer. Il n'y a qu'un médecin qui pourra définir si vous avez ou vous n'avez pas la capacité de discernement. Ça veut dire que dans mes directives anticipées, c'est une case que je vais tout le temps cocher en oui ? Alors justement, en général, on ne fait pas ce document seul. Donc on peut directement arriver qu'on a toujours besoin, on peut en effet avoir, c'est toute une réflexion personnelle en effet sur les attentes que je peux avoir, les peurs, les craintes, les souhaits par rapport à une dépendance, par rapport à une maladie, par rapport à différentes choses. Et ensuite, évidemment, toutes ces valeurs-là vont nous permettre de cocher, parce que c'est un petit peu le principe de ces documents. On va devoir décider, oui ou non, si on veut tel ou tel traitement. Mais il ne faut pas non plus s'arrêter là-dessus. Je crois qu'il faut aussi se donner la peine d'en parler avec ses proches, d'en parler avec le médecin, parce que c'est vrai qu'on n'est pas médecin soi-même, on ne connaît pas toutes les situations. Donc du coup, de pouvoir confirmer cette capacité de discernement, en même temps, le médecin pourra, si on veut, dans ce document, apposer en plus une signature dans laquelle on confirme qu'on est bien capable de discernement. Mais ce n'est pas une obligation, seulement dans les cas de doute, on le préconise vraiment fortement. Carole Pelletier, on a entendu un mot qui m'a fait réagir, représentant thérapeutique. On parlait avant des proches. Est-ce que je peux du coup transmettre cette responsabilité à un représentant ? Mais alors du coup, à quoi ça sert d'écrire des directives anticipées si c'est pour donner le choix à quelqu'un d'autre ? Mais je pense que le représentant thérapeutique, il doit justement être participant de la discussion et puis vraiment défendre finalement le choix de la personne, ses souhaits, voilà, et puis bien connaître la personne. Il y a un autre point sur lequel moi je suis revenu, en tout cas je me suis arrêté, c'est le renoncement ou le consentement à certaines mesures médicales spécifiques. On a parlé d'acharnement thérapeutique avant. C'est assez flou pour moi, la notion d'acharnement thérapeutique. Est-ce que je peux choisir les soins que je veux, que je ne veux pas ? Comment ça se passe ? En tout cas, on peut choisir effectivement les soins qu'on veut. On peut se dire j'aimerais encore être alimenté artificiellement ou j'aimerais pas, ou j'aimerais quand je ne peux plus avaler mes médicaments qu'on me les donne plus, ou si j'aimerais qu'on me les donne encore. On peut aussi définir que ce qu'on veut vraiment, c'est de ne pas souffrir. Et puis je pense que c'est surtout ça le plus important, de pouvoir dire, moi, quand je peux plus être guérie, je veux en tout cas pas souffrir. Hans Weser, vous accompagnez la rédaction de directives anticipées. Bon, moi je me suis arrêté sur certains points, je ne suis peut-être pas le premier concerné, quoique en même temps, il peut aussi demain m'arriver quelque chose et je ne serai pas en mesure de choisir. Les gens que vous accompagnez, quels sont les points sur lesquels vous passez le plus de temps, les questions que ça soulève ? Alors je dirais que justement c'est la partie valeurs et convictions personnelles. Parce que c'est vrai que... Alors ça recouvre en fait, qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie ? Parce qu'avant de parler de mort, il y a la vie. Donc en fin de compte, on pouvait lire avec Johnny aujourd'hui qu'il est mort comme il a vécu. Et un petit peu, c'est ça qu'on va essayer de représenter dans un document aussi qu'on écrit. Quelles sont les valeurs pour moi ? Quel sens je peux donner aujourd'hui à
aux personnes qui m'entourent, comment j'ai vécu les événements douloureux, par exemple, comment je me suis relevée aussi, quelles sont les choses auxquelles je ne pourrais pas passer à côté. Et je pense que dans ce document, déjà, on va éviter aussi de parler, quand vous parliez d'acharnement thérapeutique, c'est vrai que ça peut être tout et rien. Donc c'est une notion très floue qu'il faut préciser. Parce que les termes vagues, en fait, on en fait quoi? Je veux une qualité de vie jusqu'à la fin. Je veux mourir dans la dignité, pareillement. On disait avant, je veux mourir sans souffrir. Ou du moins, je ne veux pas souffrir. Mais personne ne veut souffrir. Bien sûr. Alors c'est pour ça que dans cet accompagnement, je vais plus loin dans les questions pour savoir jusqu'où, quelle définition la personne peut donner à ça et jusqu'où en effet elle peut décider en effet que c'est à partir du moment où on lui mettra peut-être une sonde déjà nasale parce qu'elle ne pourra plus manger, que c'est déjà intrusif pour elle. Donc là c'est vraiment à nous de respecter en effet le choix. Toute personne a la possibilité de refuser un traitement. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est vraiment important de par cette nouvelle loi qui donne vraiment l'autonomie au patient de décider qu'est-ce qui est bon pour lui, par exemple à ce niveau-là déjà. On a dans certains cas quand même, malgré le fait qu'on se retrouve peut-être avec plus tout à fait toutes ces capacités de discernement, on peut quand même imaginer de temps en temps, les personnes peuvent exprimer certaines choses. Est-ce que quand on a posé par écrit un choix, c'est celui-ci qui va faire foi jusqu'à la fin, ou est-ce qu'on peut revenir sur des directives anticipées, y compris quand on n'a plus sa capacité de discernement? Alors oui, oui. Donc les directives anticipées deviennent contraignantes à partir du moment où vous avez validé par votre signature et la date. Ça c'est une évidence. Par contre, elles peuvent être modifiées en tout temps. Donc, c'est vraiment pas un document figé. Et je pense que c'est là aussi tout l'intérêt de ces directives, parce que c'est vrai que ma notion de mort, par exemple, à 20 ans, n'est pas la même qu'aujourd'hui à 50. Et si je vis aussi une maladie ou un accident, ou autour de moi, on peut vivre des choses, donc ma perception, ma conception de la vie peut se modifier aussi. Donc, à tout moment, et on le recommande en général de réactualiser tous les 2 ans, et particulièrement encore quand l'état de santé change ou se détériore. Donc c'est clair, vous l'avez dit, qui peut être épargné par la mort? Je crois que chacun ici, on peut l'être concerné aujourd'hui, demain. Donc ça concerne, alors évidemment, encore peut-être plus les personnes vulnérables qui peuvent donc résider peut-être dans un EMS, parce que là aussi, c'est important que jusqu'au bout, comme elle l'a bien dit aussi dans l'autre reportage, de laisser la personne aussi décider pour elle qu'est-ce qui est bon et de l'accompagner dans ses choix jusqu'au bout. Et donc de pouvoir aussi lui permettre, même si peut-être des fois sa capacité de discernement peut être en flou, mais je pense qu'on peut aussi retirer parfois, la capacité peut être relative. Apprendre effectivement de l'information. Il y a des petits moments où elle peut être capable, exactement. Carole Pelletier, le temps passe très vite, il nous reste à peine quelques minutes. Quand même un vaste programme de recherche nationale sur la fin de vie vient d'arriver avec ses premières conclusions. On y lit notamment, parmi les 33 projets de recherche, que les directives anticipées doivent évoluer, que le cadre légal n'est pas adapté à la réalité. C'est un avis que vous partagez. Est-ce que pour vous, les directives anticipées telles qu'elles sont posées dans la loi aujourd'hui, ça correspond ou pas? Moi, je pense qu'on ne doit pas donner un cadre trop serré non plus, parce que ça évolue, comme on a entendu, notre choix évolue. C'est une histoire très personnelle, c'est à discuter. Pour moi, c'est plus, j'inviterais plus les gens à oser discuter de leur choix, que ça vient un sujet autour de la table, qu'on connaît ce que nos proches ont comme souhait. On l'a vu, les directives anticipées, c'est un document dans lequel on peut poser ses valeurs, ses choix, mais c'est aussi la base d'une réflexion pour pouvoir réfléchir à la suite avant la mort, parce qu'avant la mort, il y a la vie. Ça a été très justement dit sur ce plateau DMS en direct, et je pense que c'est une conclusion qui peut amener effectivement un peu plus de clarté. Merci infiniment à vous deux d'être venus parler pour cette dernière séquence des directives anticipées. Voilà, EMS en direct, deuxième, c'est maintenant terminé. On était en direct de l'Ajoux, dans la résidence de la Courtine, ici dans le canton du Jura. On marque une petite pause, une semaine, et on se retrouve jeudi 21 décembre, cette fois en direct de Renan, à l'association vaudoise des EMS, toujours entre 18h et 20h sur Facebook. Et en attendant, n'hésitez pas, continuez à poser vos questions, à réagir. On continuera de transmettre à nos invités. Merci de nous avoir suivis, et à vous deux encore une fois, merci et une bonne soirée. Merci.